De la pluie, beaucoup de pluie à Barcelone avant une tornade. Carlos Alcaraz à Belgrade, il a fait un meilleur temps avec une autre tornade, celle qui s'appelle Andrei Rublev, qui a terrassé physiquement Novak Djokovic, le local, le héros serbe. On en parle tout de suite. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler des deux tournois qui sont déroulés à ATP, un 500 à Barcelone et un 250 à Belgrade. Très intéressant, deux tournois très intéressants. Alors à Barcelone déjà on va commencer par dire le fait marquant de la semaine, c'est évidemment la météo qui a été catastrophique. Et quand je dis catastrophique, c'est vraiment catastrophique. Le mercredi il y a quasiment eu pas de match, on a juste fini le Correa Dimitrov et le Tsitsipas Ivashka. Le jeudi, du coup, les joueurs... Non, plutôt c'est l'inverse. C'est le jeudi où il n'y a pas eu de match. Et du coup, le vendredi, les joueurs ont dû jouer deux matchs. Deux matchs pour Alcaraz, deux matchs pour Tsitsipas, deux matchs pour Carreño Busta, deux matchs pour Alex de Minaur, deux matchs pour Cameron Norrie. Voilà, deux matchs pour tous les joueurs. On a eu le samedi où on aurait dû avoir les demi-finales. Les demi-finales qui ont commencé le samedi, qui sont arrêtées toutes les deux à 2-2. Deux partout, on s'arrête le samedi et on recommence le dimanche. Donc il faut jouer les demi-finales le dimanche qui commençait à 11h avant la finale qui devait se dérouler après évidemment. Ça a été vraiment la pluie qui a été vraiment un événement marquant de Barcelone. Pourtant on sait bien qu'en Catalogne souvent il fait beau. Et bah là, c'était comme par hasard la semaine où il fallait pas jouer. C'est la semaine où il y a eu des matchs, bon c'est comme ça, il faut faire avec. Et les joueurs ont très bien fait avec, il fallait du coup s'adapter parce que jouer deux matchs dans la même journée, c'est pas facile. Il faut être patient déjà quand il pleut aussi parce que tu restes sur le site du cours et donc sur le site du tournoi. Et donc il faut se dire à un moment, peut-être que je joue dans 2 heures, dans 3 heures, dans 4 heures, peut-être que je jouerai pas aujourd'hui, il faut se préparer à ça et mentalement, c'est quand même pas facile. Et on a eu un Alcaraz qui face à la pluie, j'ai trouvé vraiment mentalement, était très fort. Alors le vendredi, en premier match, Raoul Mounard facilement avant de battre Stefanos Tsitsipas qui était quand même la référence sur terre en ce moment dans les joueurs qui jouent. Pour moi, c'est le meilleur joueur sur terre, Tsitsipas, dans ceux qui jouent. Et Nadal est blessé et Djokovic, on en parlera justement après, est encore en train de se remettre à niveau. Donc Tsitsipas était le joueur à battre sur terre battue et Alcaraz l'a battu. Il aurait même pu le battre plus sèchement que ça si Tsitsipas n'était pas battu avec son cœur. Parce qu'à 6-4, 4-1 double break, il n'y a pas beaucoup de monde qui serait battu et serait revenu pour gagner 7-5 le deuxième set. Alors après, il y a eu un petit problème avec la post-ouette. Ça me dérange toujours ces post-ouettes, je déteste ça. Que ce soit Alcaraz ou n'importe qui fasse des post-ouettes, ça m'énerve. Et ça a énervé aussi Tsitsipas, même si lui aussi du coup est très quand même, en fait énormément. C'était un peu l'hôpital qui souciait de la charité, mais il avait raison. Il en a fait une lui à 3-0, donc il n'avait pas le droit, il a pris 2 points de pénalité. Bref, il y a eu un petit problème là-dessus. Bon, ça n'a pas changé, on va dire, un petit peu le déroulé du match. À la fin, Alcaraz qui remporte 6-2. Alcaraz qui quand même était au-dessus sur ce match, trouvait un peu Tsitsipas tactiquement qui jouait un peu faux. Il jouait un peu trop en cadence, il jouait vraiment dans un style de jeu parfait. Pour Carlos Alcaraz, il avait beaucoup moins de variations qu'il avait fait du coup à Monte Carlo. À Monte Carlo, Tsitsipas qui avait fait beaucoup de variations, qui avait proposé des choses. Là, j'ai trouvé, il jouait en puissance et tout, c'était problématique parce qu'Alcaraz est vraiment très fort et il l'a encore montré, il est très fort. Et puis du coup il devait jouer le samedi contre Alex de Minaur qui pour moi était un petit peu en demi-finale, on va dire un petit peu à défaut puisqu'il avait profité en huitième de finale de l'abandon de Loïc Dargis au bout de 20 minutes et ensuite il avait profité de Cameron Norrie qui avait joué 3h30 le matin pour battre Cameron Norrie en 3-7. Donc j'aime beaucoup Alex de Minaur, mais je me suis dit il va pas vraiment faire long feu face à Carlos Alcaraz. Et c'est peut-être la vraie finale qu'on a eue en fait le dimanche, parce que la finale du dimanche, elle était pas dingue. Le Carreño Busta Alcaraz était vraiment pas ouf. Mais le Carlos Alcaraz Alex de Minaur était exceptionnel. 3h30 d'un très haut niveau, d'une intensité de dingue, avec un de Minaur qui courait partout, comme son habitude, il courait partout, il ramenait tout, les amortis d'Alcaraz, il était en train de rendre fou Alcaraz, qui ne lâchait pas à 5-4, il sert pour le match, il se fait débreaker, premier choke d'Alex de Minaur, deuxième fois il rebreak dans la foulée et on se dit il va pas faire la même bourde, ça y est, il va apprendre 45 et à ce point à 45, je vous mettrai l'image, comment Alcaraz fait pour gagner ce point où il fait un décalage coup droit un petit peu sorti de nulle part, un coup de magie où il va faire un passing de dingue, surtout le coup de Minaur, il est foiré parce qu'il le met quasiment au milieu alors que là il a tout le cours ouvert, vraiment il a le cours ouvert, il doit terminer ce match
Demi-heure qui aurait dû terminer le match une heure et demie avant que le match se termine. Mais du coup, Alcaraz qui s'est battu et qui est revenu après. On a même eu un troisième set de dingue. Hein. Demi-heure n'a pas lâché dans le troisième set, s'est quand même battu jusqu'au bout. On a vraiment eu un match très très serré jusqu'au bout. Mais la foule qui a soutenu Alcaraz, la foule qui était à fond pour Alcaraz, et je pense que la foule espagnole est très 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 contente parce qu'il y a du Nadal, il y a même des Carreno Busta, des Bautista Agut qui restent dans le top 20, donc c'est très très solide. Il y a du David Fokina qui a fait une très très bonne semaine à Monte Carlo la semaine dernière, et là on a du Alcaraz. Chaque semaine il y a un joueur espagnol qui sort du lot, franchement c'est colossal et ça me fait mal au cœur de voir des joueurs espagnols toujours là, présents. Et nous en France, on est un petit peu dans une période de transition, une période un peu compliquée, où ok, on a Monfils dans le top 20, mais après, enfin non, juste derrière le top 20, mais après c'est quand même très très compliqué, ça commence à baisser. Hugo Humbert, ça monte pas, les Corentin Moutet, ça monte pas, ces joueurs-là dont on attendait que ça monte, et normalement ça devrait être des Lucas Pouille, des Benoît Paire qui devraient être là, avec l'âge qu'ils ont, ça devrait être un petit peu les patrons du tennis français, parce que c'est pas du tout au Tsonga, au Gasquet, au Simon et Monfils que j'en veux, hein. C'est surtout la génération un petit peu d'après qui, voilà, on s'est un petit peu reposé sur nos lauriers sur cette génération dorée avec Tsonga, Simon, Gasquet, Monfils, et là on est un petit peu dans le creux de la vague, mais ça va revenir, parce qu'on est quand même une très très bonne institution en France, et ça va revenir. La question c'est quand ça va revenir, je l'espère, le plus vite possible évidemment. Et donc la finale, Carlos Alcaraz, Carreno Busta, Alcaraz qui a quand même beaucoup d'heures dans les jambes, là où Carreno Busta avait fait une demi plutôt facile contre Schwartzmann en gagnant en 1h30, donc il a vraiment l'avantage physique, et pourtant non, Alcaraz l'a dégommé, dégoupillé. Il n'a pas perdu un seul set en finale, il a fait 4 finales, 4 titres, et surtout un 250, 2 500 et 1 1000, c'est déjà une très très bonne panoplie pour lui, tout ce qu'il a fait. Un très très bon palmarès, déjà seulement à 18 ans, je rappelle, il rentre dans le top 10, il est 9e mondial, et il n'est pas prêt de s'arrêter. Je vous le dis, il est vraiment pas prêt de s'arrêter. On en parlera, je rends du classement dans la suite de la vidéo un petit peu, mais il est vraiment pas prêt de s'arrêter là, il a très envie de continuer. Et puis il y a Madrid qui arrive dans une semaine, et voilà, là il est sur les terres espagnoles. Voilà, les terres de Rafael Nadal, c'est là sur le coup. Rafael Nadal en plus il gagne. Voilà, que dire de plus à part que Dominor aurait dû gagner le match de la demi-finale. Franchement, il n'y a rien à dire de plus. Il a été parfait, colossal, dans la tête, dans le physique, partout, dans la tactique, les amortis, toujours ses services extérieurs qui font sortir l'adversaire très loin du court. Il n'y a rien à dire sur Carlos Alcaraz, c'est vraiment du parfait, du très très grand parfait. Il va falloir qu'il apprenne maintenant à réussir à être régulier, parce qu'on a vu à Miami, il fait un super Miami avant de perdre à Monte Carlo. Donc à voir si là, après Barcelone, il arrive à enchaîner direct à Madrid. Bon, il y a une semaine d'écart entre Barcelone et Madrid, mais on va voir s'il va enchaîner. Et puis s'il peut enchaîner Madrid, puis Rome. Madrid, c'est des conditions de terre battue un petit peu plus rapides, donc ça peut, je pense, aussi l'avantager, parce qu'il aime bien, je pense, les surfaces rapides. Rome, avec les lignes cloutées, ça ressemble un peu plus à Roland Garros, juste avec les lignes cloutées. Ça va être aussi sympa de voir, et je pense que Nadal d'ailleurs qui va revenir à Madrid et à Rome. Alors pour Madrid, Nadal, c'est pas son tournoi, parce qu'on peut dire un petit peu, c'est pas son tournoi sur terre préféré. C'est un peu celui où il a le moins gagné, je crois. Mais Rome, voilà, je pense qu'à Rome, on aura un très très bon Nadal à Rome. On a aussi du Djokovic qui va se revenir, et justement on va parler. La transition est toute faite. Djokovic, que j'ai trouvé qui a fait un retour progressif. Mine de rien à Belgrade, j'avais dit que je n'étais pas inquiet après Monte Carlo pour Novak Djokovic. Je ne suis pas inquiet encore une fois après Belgrade pour Novak Djokovic. Un Belgrade où il aura joué pendant 2 matchs des compatriotes. Le premier, Laslo Djere, le deuxième, Ljubomir Kekmanovic. Et à chaque fois, vous pouvez voir dans chaque match, il a perdu le premier set. C'est quand même un petit signe voilà, qu'il faut en parler, parce que ça montre un petit peu le démarrage de Novak Djokovic qui est un peu compliqué. Mais le match face à Laslo Djere, j'ai vraiment trouvé, il n'était pas si bon que ça. Honnêtement, c'est pas vraiment du grand Djokovic, faut le dire. Mais dans la tête, on avait vraiment le grand Novak Djokovic, le Djokovic qui est le plus fort dans la tête mentalement, je pense, de tous les joueurs actuels en ce moment, qui voilà, a ce refus de perdre. Et puis surtout l'aura de Novak Djokovic pour Laslo Djere qui s'est dit: je bats l'idole nationale, je suis en train de battre l'idole nationale, et ben ça l'a fait craquer. Pareil pour Kekmanovic. Alors Kekmanovic, elle est un peu de mieux, je trouve que le niveau était vraiment pas mal. Face à Kekmanovic, c'était un très bon match, très beau match, très, très sympa à voir. Mais encore une fois, dans la tête du Djokovic qui arrive à gagner ce match. Parce que dans le tennis, c'était encore un petit peu compliqué, même si c'était mieux, mais c'était compliqué. Et il arrive quand même à s'en sortir encore une fois. Face à Khachanov, alors il perd le premier set et derrière ça déroule un petit peu. Khachanov qui est totalement éteint, et puis Djokovic encore une fois, hein, qui réussit à se battre, à revenir encore. Et face à Rublev, un match très très compliqué pour Djokovic. On sentait qu'il y avait le poids un petit peu de tous ces matchs en 3-7 avant qui pesait. Il perd le premier set, il s'est quand même assez chahuté dans le premier set où il prend 6-2. Et dans le deuxième, il est dans la difficulté, dans la douleur. Il va le chercher 7-6. Il fait plaisir à ses fans, il fait plaisir voilà, à son public.
Malheureusement, le troisième, il n'avait plus le carburant nécessaire, un peu comme face à Davidovich Fokina à Monte Carlo, il n'avait plus le carburant nécessaire. La différence, c'est que face à Davidovich Fokina, c'était au tout premier tour de Monte Carlo. Là, c'est après 4 matchs. Donc ça montre un boost physique pour Novak Djokovic, ça montre que ça va mieux. Et vraiment, je ne suis pas inquiet pour Djokovic, je le vois vraiment monter en puissance jusqu'à Roland Garros, évidemment. Belgrade, alors même si c'est chez lui, c'est pas son objectif. Madrid, Rome, ce ne sont pas ses objectifs. Son objectif, évidemment, c'est Roland Garros, c'est Wimbledon, c'est l'US Open. Voilà, on ne cesse de le répéter, mais Novak Djokovic, maintenant, les tournois inférieurs au Grand Chelem, il s'en fiche, clairement, il s'en fiche. C'est un peu comme Nadal, il s'en fiche. Federer, maintenant, on ne le voit plus, mais ces joueurs-là, voilà, maintenant, les Master 1000, ça leur fait rien un petit peu de perdre un Master 1000. Et d'ailleurs, on le voit, les Master 1000. D'ailleurs, ils ne gagnent quasiment plus de Master 1000 en ce moment. On a vraiment beaucoup de vainqueurs de Master 1000 et ce n'est ni Novak Djokovic ni Rafael Nadal. Ça montre un petit peu un changement, un bouleversement de la hiérarchie tennistique sur les matchs en 2-7 gagnants. Mais sur les matchs en 3-7 gagnants, là où il faut être prêt physiquement, prêt mentalement, prêt à jouer sur 15 jours aussi, prêt à avoir un jour off, jouer tous les 2 jours. Et c'est là où les Djokovic, les Nadal, les Federer, ils arrivent toujours à ce truc en plus, cette petite force mentale, et je suis admiratif de ça évidemment. Même moi en étant fan d'Andy Murray, voilà, ces 3 joueurs-là m'ont fait souffrir énormément. Djokovic, Nadal, Federer, ils m'ont fait souffrir, mais vraiment, ces joueurs-là, allez voir, c'est énorme. Et vraiment, profitons. Là, Roger Federer, on n'a quasiment plus, mais profitons encore une fois de Nadal, de Djokovic. Les années qui nous restent, profitons, on peut les voir parce qu'on ne se rend pas compte de la magie qui nous procure sur un court de tennis. Et un Djokovic, un joueur normal, aurait perdu au premier tour de Belgrade, il aurait perdu face à Laslo Djere. Mais comme c'est Djokovic, il va jusqu'en finale. Et ça, c'est quelque chose de malade. Nadal, qui a une côte fêlée face à Fritz, qui arrive à aller jusqu'au tie-break du 2e set. C'est des trucs de dingue. Nadal qui revient de blessure, qui remporte l'Open d'Australie. Djokovic qui fait quasiment le grand chelem l'année dernière. Voilà, je n'ai plus de mots pour parler d'eux, mais c'est colossal. Ils font quelque chose de dingue qu'on ne verra peut-être plus avant longtemps, à part si Alcaraz, bien sûr, et redevient super fort. Mais voilà, c'est pour dire que je ne suis pas du tout inquiet pour Novak Djokovic. La petite semaine off, Madrid, Rome, Roland Garros. Et voilà, on l'attendra à Roland Garros évidemment. Et puis Roland Garros, l'avantage qu'il aura, c'est qu'il aura des petits premiers tours tranquilles. Donc ça va lui faire tranquillement, je pense. D'ailleurs, petit parallèle, très bonne semaine pour Andrei Rublev. J'en parle pas trop, mais très bonne semaine pour Rublev qui remporte lui aussi son 3e titre de la saison. Chapeau Andrei. Andrei, dès que je le vois bien, il fait n'importe quoi. Et dès que je le vois pas bien, il fait quelque chose de bien. Donc voilà, c'est bien pour Rublev. Il faut continuer comme ça parce qu'il montre vraiment de très bonnes choses. Et alors, c'est pas en 1000 et c'est pas en Grand Chelem qui gagne, mais ça reste en 250 et en 500. Mais ça suffit pour rester top 10. Donc, qui continue comme ça. On va faire un petit point maintenant sur le classement Race. Le classement depuis le 1er janvier 2022 pour voir un petit peu la domination un petit peu espagnole avec Rafael Nadal, Tsitsipas qui s'intercalé grâce à sa victoire à Monte Carlo entre Alcaraz et Rafael Nadal. Alcaraz qui est 3e et on voit qu'il y a quand même un petit gap fait entre les 3 premiers puisque Medvedev va plus jouer quasiment, donc c'est Fritz on va dire qui est 5e, qui est le prochain, qui a plus de 700 points d'Alcaraz, et Fritz sur terre battue, même s'il a fait un très bon Monte Carlo, c'est pas sa meilleure surface. On a du Rublev qui est toujours la 6e, Félix qui baisse petit à petit parce que malheureusement, il n'arrive pas à gagner beaucoup de matchs sur terre, même s'il a fait un plutôt bon Barcelone. Rude 8e, qui a pour moi vraiment sa carte à jouer. Il a fait un Barcelone, il perd en quart de finale, il est en balle de match contre Carreño Busta, mais c'est vraiment dommage, Je pense qu'il a vraiment sa carte à jouer là-dessus parce qu'il peut aller chercher, clairement, il peut aller chercher la place de Medvedev. Il peut finir 4e à la race à la fin de la saison sur terre. Alors, à part si Djokovic évidemment monte, alors je veux dire 5e, Djokovic évidemment qui n'est pas là parce qu'il n'a quasiment pas joué. On a Schwarzman 9 qui lui aussi a profité de sa saison sur terre. Et au cash, numéro 10, je rappelle que Zverev est numéro 11. Et le petit classement sur le classement ATP pour voir que Carlos Alcaraz va avoir aujourd'hui son meilleur classement en carrière. 9e mondial, ça y est, il est 9e mondial avec quasiment 4000 points. Il va aller maintenant chercher Andrei Rublev, sa prochaine cible, puis Casper Ruud. Puis après Berrettini qui va perdre d'ailleurs bientôt tous ses points de Madrid, ses 600 points de Madrid. Berrettini qui va commencer à perdre beaucoup, qui a beaucoup de points à défendre sur les semaines qui arrivent, avec un quart à Roland Garros, une victoire au Queens, une finale à Wimbledon. Donc jusqu'à juillet, ça va vraiment être la course pour Berrettini pour aller chercher de gros points. Tsitsipas qui est là, lui qui a encore des points à défendre, mais sur terre battue, c'est sa meilleure surface, donc il va pouvoir rester pour moi dans ce top 5. Nadal qui, quand il va revenir, va remonter tranquillement. Sur Zverev qui va avoir aussi d'ailleurs, lui, sa victoire à Madrid à défendre. Medvedev qui ne va plus gagner de points parce que, évidemment, Medvedev ne participe plus au tournoi parce qu'il est blessé, je rappelle. Et Djokovic qui accroît un petit peu son avance grâce aux points qu'il a remportés, mais aussi grâce
aux 150 points que Medvedev a perdu. Voilà, donc on va se retrouver très vite pour parler du tableau de Madrid. La prochaine vidéo sera sur le tableau de Madrid, la sortie du tableau de Madrid, avec peut-être Rafael Nadal, avec Novak Djokovic, avec Carlos Alcaraz, avec Stefanos Tsitsipas, avec du Zverev. On va avoir, je pense, un Madrid très intéressant parce que c'est une terre battue un petit peu différente, une terre battue plutôt rapide, donc c'est un style de jeu qui va être plutôt intéressant à suivre. En plus, si Nadal revient, c'est pas son tournoi préféré, comme je dis, sur terre battue. On peut avoir des surprises intéressantes. En tout cas, je vous dis salut à tous, portez-vous bien.